Bonjour à tous. Bien, merci de votre participation à notre webinaire mensuel pour le mois d'août qui voudrait nous orienter vers une vision à 360 degrés afin de faire converger les opérations et le mille pour un meilleur renforcement de l'impact des projets. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, nous t'écoutons, vas-y. Bonjour à tous. Merci de votre participation à notre webinaire pour le mois d'août qui voudrait nous orienter vers une vision à 360 degrés afin de faire converger les opérations et le mille pour un meilleur renforcement de l'impact des projets. Avant de démarrer notre session de formation, nous allons vous présenter brièvement ce qu'est la CMIL. Association of Cameroon Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning Practitioners est une association des professionnels du suivi et évaluation fondée à Yaoundé en 2023 sous le récépissé ci-dessus présenté. Notre vision est de mettre l'expertise du MIL au service des projets et programmes d'aide humanitaire et de développement. Les objectifs de l'ACMIL sont respectivement de promouvoir l'entraide, la solidarité et l'entente entre les membres, de promouvoir l'insertion socio-professionnelle des membres, de veiller au renforcement des capacités des membres et sympathisants, de promouvoir l'épanouissement des membres et la visibilité de leurs actions. Nos valeurs sont le professionnalisme, le dévouement, l'innovation et la solidarité. À ce jour, notre association compte 186 membres et sympathisants, dont 45 femmes. Mensuellement, la CEMIL organise des webinaires pour pouvoir répondre aux besoins des professionnels du MIL. Pour pouvoir rejoindre notre association, nous vous présentons ci-dessus le lien d'intégration qui vous permettra de vous enregistrer. Ce lien sera copié dans le chat et vous pourrez directement le mettre sur votre navigateur et pouvoir renseigner vos informations. Pour cette session de formation, le principal intervenant sera le docteur Samuel Salah. Le docteur Samuel expert, est un expert en gestion est un expert en gestion de projets et gestion financière. Il a œuvré dans la mise en œuvre des initiatives efficaces au niveau local et international en s'appuyant sur une gestion de projets efficace pour pouvoir favoriser l'impact des projets. Il a également œuvré pour le renforcement des mécanismes de gouvernance de plus de 25 organisations locales, démontrant ainsi sa capacité à résoudre des problèmes systémiques grâce à une supervision rigoureuse des projets. Actuellement, le docteur Samuel Salah préside la section camerounaise du Project Management Institute. Il encadre ainsi 7 vice-présidents et des milliers de passionnés de projets. La modératrice que je suis, Astrid Messaga, est une démographe spécialisée dans l'analyse des données de santé mondiale avec une expertise en évaluation des interventions en santé et en éducation. Nous vous remercions, nous vous souhaitons un agréable webinaire. Également, permettez-moi de mentionner que durant la présentation de l'intervenant, vous êtes invité à pouvoir mentionner vos questions dans le chat, également à répondre à notre questionnaire d'appréciation de cette session de formation. Je vous souhaite à tous un agréable webinaire. Merci beaucoup à Astrid pour l'introduction. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Donc, comme Astrid l'a présenté, je suis le docteur Samuel Salah, le principal intervenant, et je ne reviendrai pas sur la présentation qui a été faite, donc on pourra passer rapidement là-dessus. Et j'ai l'honneur de pouvoir présenter auprès de la communauté une thématique assez intéressante qui porte d'abord sur le mille, puisque c'est le cœur de métier de l'organisation, mais également sur comment est-ce que le mille peut améliorer l'impact, son impact dans la réussite des projets de développement qui nous entourent. Et donc, pour cela, on va aborder la thématique présentée sous trois principaux angles. Premièrement, on va revenir sur des généralités autour des projets de développement, tels que ça se vit en Afrique
et tel que nous avons l'habitude de percevoir cela dans nos communautés respectives. Nous allons également aborder la fameuse question de l'ordre du jour, donc le mille et les opérations, les points de convergence, les points de divergence et comment est-ce que on peut améliorer la collaboration pour avoir un meilleur résultat dans les projets. Et on va essayer de rendre ça un peu plus pratique avec un outil qui existe en gestion de projet qu'on appelle la méthode de la valeur acquise, pas très connu, mais qui permet de résoudre cette problématique de collaboration entre les deux fonctions. Donc, on va voir en quoi cela consiste et puis on va faire une petite simulation, le cas échéant. Donc, premièrement, on commencera par introduire, donc, comme je disais, la séance avec des généralités. Et pas mieux pour introduire les concepts que déjà les définir. Donc, dans le cadre de cette présentation, je parlerai beaucoup des PDE comme acronyme pour désigner les projets de développement. Mais dans les PDE, nous couvrirons aussi bien, d'une part, les projets de développement, qui sont connus comme des projets qui aident à améliorer les conditions de vie des communautés et sous plusieurs angles. Donc, on a des projets qui touchent pas mal de secteurs, l'eau, l'électricité, la pêche, la santé, le développement urbain, etc. Donc, tous ces projets qui visent à porter les communautés d'un point A à un point B, qui sont vus comme des projets de développement. Mais également, on ne perdra pas de vue que les projets humanitaires peuvent également être perçus comme des annexes ou des additifs ou des compléments aux projets de développement. Donc, ça pourra également servir aux projets humanitaires qui ont également des composantes 1000 mais aussi des composantes opérations. Et les projets humanitaires, simplement, sont des projets qui visent à gérer des situations de crise, des situations ponctuelles, mais des situations de crise humanitaire, telles que les guerres civiles, les catastrophes naturelles, des éléments tels que le changement climatique qui impacte sur le vécu des communautés. Et donc, tout ça, c'est généralement perçu comme des projets humanitaires qui visent pas à améliorer, mais à traiter une problématique qui existe auprès d'une communauté et l'adresser d'une manière ou d'une autre. Donc, on voit aussi avec le temps que souvent, certains projets humanitaires, après avoir stabilisé la situation, conduisent à des projets de développement. Donc, ce qui fait qu'il y a une très grosse corrélation entre les deux. Et nous verrons dans le cadre de cette présentation, comment est-ce que le MIL et les opérations peuvent collaborer ensemble dans ce sillage-là. OK, nous avons également la partie MIL, qui est un acronyme anglo-saxon for Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning, mais qui regroupe en fait, dans la partie francophone, SERA, mais qui regroupe vraiment toutes les composantes qui visent à gérer l'évolution du projet, à se rassurer que le projet va dans le sens souhaité et que le projet documente suffisamment cela. Donc, dans le MIL, on a la partie suivi, ou dans le SERA, dépendamment de comment on veut voir ça. Donc, dans le SERA, on a la partie suivi avec des indicateurs de résultats, des indicateurs de process, etc. Donc, je suppose que l'audience a quand même une compréhension assez avancée de comment le MIL fonctionne. Donc, le but n'est pas de rentrer dans ces détails-là, mais bon, la composante 1000 fait vraiment dans le suivi, dans l'évaluation ponctuelle, mais également dans la documentation de tout ce qui pourrait permettre de rendre compte et de servir pour les nouveaux projets qui vont naître un peu plus tard. Donc, c'est une fonction essentielle des projets aujourd'hui qui a vraiment une visibilité, qui devrait donner une visibilité maximale aux décideurs actuels, mais également aux décideurs du futur. Et d'ailleurs, nous reviendrons sur cette composante décideur actuel, décideur du futur lorsqu'on fera la simulation. Et on a, the last but not the least, the operation management, la gestion opérationnelle, qui est généralement ce qu'on appelle, c'est vrai que j'aime pas trop cette terminologie, mais ce qu'on appelle la fonction support. Et dans la fonction support, on a toutes les fonctions qui aident les composantes programmatiques à réaliser leurs activités. Donc, j'ai dedans nous parlerons beaucoup plus de la fonction finance, mais évidemment, la fonction opérationnelle a, en plus de la finance, on a l'administration,
la composante RH, on a les IT, on a peut-être souvent la passation de marché. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent à l'intérieur et qui constituent ce qu'on appelle la fonction support aux collègues de la mise en œuvre. Donc voilà les éléments de base qui vont nous servir pour la suite dans la compréhension de cette présentation. Alors, comme je disais, pas mieux pour entamer une discussion sur les projets de développement et leurs impacts que de parler de l'actualité en termes de gestion de projets et surtout des projets de développement, objet de la présentation. Et je suppose que nous sommes plus ou moins tous alertes en ce qui concerne les objectifs de développement durable qui représentent l'élan mondial sur lequel la plupart des pays de la planète conviennent de comment est-ce qu'il faut finalement avancer pour pouvoir guider les initiatives de développement qui existent. Initialement ou alors idéalement, chaque pays qui souscrit devrait pouvoir orienter tous les projets de développement autour de cela, autour de ces 17 objectifs, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'après, les résultats montrent que les ODD ont des résultats, ont enfin, du moins, les ODD sont satisfaits de manière assez parcellaire, donc il n'y a pas une véritable tendance, mais on peut voir déjà des résultats de 2024 que la tendance est assez linéaire dans le temps et que le monde n'a pas vraiment avancé. Et ça peut faire un peu mal parce que on sait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées en Afrique, qui est, je crois, le deuxième ou le premier récipiendaire en termes de fonds pour les projets de développement dans le monde. Et que avec les 2 ou 3 trillions de dollars, le trillion c'est à peu près 12 zéros, avec les 2 ou 3 trillions de dollars que l'Afrique reçoit depuis que les initiatives de développement ont commencé, on n'a pas vraiment de développement, on n'a pas vraiment atteint les objectifs qui sont fixés depuis ces périodes-là. Ce qui fait que on a des États qui ont vraiment pu bien faire avec un certain minimum de rigueur et d'implication, mais on peut voir que l'Afrique subsaharienne, qui est à la fin de du premier box, si vous voyez, n'a pas vraiment avancé en termes d'objectifs de développement durable. Donc, l'Afrique subsaharienne, on se retrouve un peu plus sur des éléments qui ne nous concernent pas déjà beaucoup, mais qui peuvent faire l'actualité, plus ou moins le changement climatique, la consommation responsable, déjà qu'on ne produit pas assez. Donc, consommation responsable, d'accord. Et sur les éléments qui constituent le cœur de métier, ou alors le cœur de ce sur quoi on attend vraiment un changement nécessaire, la pauvreté, la famine, la santé, etc., soit on stagne, soit on est en train de descendre à perte. Et vous verrez d'ailleurs, je crois que l'Afrique centrale, si je me souviens bien, en ce qui concerne la gouvernance, voilà, paix, justice et institutions fortes, on est vraiment en décrépitude. Ce qui fait que dans les détails, si on regarde un peu plus en profondeur, l'Afrique subsaharienne a principalement 3 types de besoins qui limitent la capacité des projets de développement à avoir des impacts certains. Et je crois qu'il y a un rapport, après j'ai oublié son nom, mais la présentation a des liens à l'intérieur donc qui peuvent être utilisés pour aller directement sur ces rapports-là. La stabilité économique qui reste quand même un élément assez important puisque flambée des prix, endettement, des éléments tels que la qualité même de la dette, la manière dont c'est investi, les indicateurs importation, exportation, ça reste quand même des indicateurs sur lesquels l'Afrique a souvent de bons scores, mais avec d'autres mauvais scores. Donc, du coup, même si on doit affilier à ça d'autres indicateurs comme l'indice de développement humain, finalement, on ne s'en sort pas très bien. Il y a également les besoins en termes de développement qui sont énormes. Beaucoup de pays souffrent encore d'éléments basiques, ce qui fait que les possibilités sont nombreuses. Après, alors, c'est pas très surprenant de voir qu'il y a des critères sur les ODD comme les institutions fortes, la gouvernance, etc., qui diminuent légèrement, tout simplement parce que parfois les marchés ne sont pas aussi dynamiques qu'il le faudrait, aussi ouverts comme on le voudrait, etc. Donc, parfois on voit même
petite route en face de la maison qu'on voudra arranger, mais c'est pas possible parce qu'il faut des formalités, etc. Donc, du coup, le développement reste parfois un concept très centralisé et qui ne se traduit pas concrètement, même s'il y a beaucoup de politiques qui existent à ce niveau central. On a les pressions sociales. L'Afrique reste quand même la zone qui évolue avec beaucoup de conflits politiques encore, ce qui ralentit significativement les résultats qui s'obtiennent ou alors les semblants de résultats qui s'obtiennent ce qui fait que à terme, chaque nouveau pas est le début de peut-être deux pas en recul qui suivront. Donc, du coup, il y a quand même des conditions qui existent et qui font que l'Afrique fait encore face à beaucoup de difficultés. Et enfin, j'ai beaucoup apprécié que l'OCDE, en partenariat avec une autre institution, euh, dans la, dans la rédaction du Global Humanitarian Report, je crois que c'était la version 2023 publiée en 2023 publiée en 2024, je crois, quelque chose comme ça, ont également relevé le fait que finalement, l'efficacité de l'aide devrait aussi être remise en question. Puisque on a, comme je le disais, à peu près 2 trillions de dollars qui sont dépensés depuis des années en Afrique. Et le rapport, en évaluant deux ou trois, les 4, 5 dernières années, constate que si une institution a envoyé 10 000 sur le terrain pour que ça arrive à un enfant, il n'y a que 100 francs qui va arriver à cet enfant, à peu près 1,2%. Donc sur 10 000, il y a 100 francs qui arrivera à l'enfant. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que les mécanismes intermédiaires qui sont insérés dans les projets sont quand même assez lourds. Entre les frais qu'il faille payer au niveau du siège, les frais qu'il faille payer au niveau du pays, les frais à payer au niveau de l'association, les activités de mise en œuvre. Et là, je ne veux pas parler des pertes, des éléments on va créer une activité à Kribi alors qu'initialement il n'y était pas, ça rentre dans les pertes, ou alors dans une autre ville, ou alors on va faire une formation qui n'avait rien à voir avec le projet. Donc du coup, tous ces éléments, quand on regarde ce qui arrive concrètement à l'enfant, puisque c'est l'exemple de l'enfant que j'avais, il y a quand même un fossé qui est profond et qui fait qu'au final, euh, on peut voir déjà que même si la finance ou alors les opérations, et c'est ce qui fait d'ailleurs que je n'aime pas trop la terminologie support, même si on voit que la finance et les opérations n'interviennent pas directement dans la mise en œuvre, c'est-à-dire que ce n'est pas la finance qui va distribuer les vivres, etc. À chaque fois qu'on veut relever le succès ou l'échec d'un projet, on commence par comment est-ce que le projet était géré sur le plan de la finance. Et ça appelle quand même à comment est-ce qu'il faille relever l'apport de la finance dans le service aux bénéficiaires? Et ça, pas seulement lorsqu'on veut évaluer le projet à la fin, mais sur comment est-ce qu'on doit gérer le projet au quotidien. C'est pour ça que je n'aime pas le mot support, parce que le support suppose que il n'y a que les opérations qui comptent et que la finance doit être derrière. En réalité, on se rend compte que à chaque fois qu'il y aura un échec devant, c'est d'abord la finance qui va être mise en exergue. Donc, du coup, opération 1000 finance, c'est une combinaison d'éléments qui devrait être aménagés de manière unique et pas de manière éparse pour qu'on puisse avoir le maximum d'impact possible lorsqu'on met en œuvre les projets. Et nos projets souffrent de beaucoup de maux sur le terrain. Le mal le plus violent, celui sur lequel je suis en train d'essayer de me pencher au travers de 2 ou 3 articles, c'est lorsqu'on rate un projet parce que depuis le départ, on l'a raté, ce qu'on appelle les problèmes d'immaturité. Je viens construire des latrines à des gens alors qu'en réalité, les gens n'ont pas besoin de latrines. Donc, on peut très bien mettre des latrines, on fait tout un projet, on livre, mais personne ne va utiliser ces latrines. Ce sont des problèmes d'immaturité, de mauvaise maturation, ce qu'on appelle les projets immatures. Mais il y a également d'autres concepts tels que les problèmes de planning. Et ça, c'est surtout lorsque la formation
n'a pas été très bien faite, mais je reviendrai sur les questions de formation, les problèmes d'exécution et de suivi qui constituent l'essentiel de ce que nous allons voir aujourd'hui, et les problèmes de clôture qui sont un autre problème, mais que nous allons pas forcément voir durant cette présentation. Et dans l'exécution et le suivi, nous parlerons donc de la collaboration possible entre le MIL, la finance, mais évidemment, on peut pas parler de la collaboration entre MIL et finance sans revenir sur comment est-ce que le service se rend sur le terrain, dont on devra obligatoirement également parler des programmes. Et tout cela au travers de la gouvernance. Mais également, mieux, l'un des éléments qui pour moi fait en sorte qu'aujourd'hui, on doit véritablement prendre conscience de la nécessité de faire collaborer les fonctions entre elles, c'est que plus que jamais, le monde du non-profit, ce qu'on appelle le non-profit chez les anglo-saxons, est exposé aux mécanismes de fraude. Et j'ai beaucoup aimé le rapport 2024. C'est une organisation, je crois que ils sont affiliés aux Nations Unies. C'est une organisation qui publie chaque année les statistiques sur la fraude dans le monde. Déjà en 2023, j'avais beaucoup apprécié cette approche et je vois qu'en 2024, ils ont continué avec la pratique. Mais on voit avec ce rapport que, il est nécessaire pour les fonctions de collaborer pour s'assurer que chacune dans son domaine arrive à colmater des brèches qui permettront vraiment au projet d'être focalisé sur ce qui est essentiel. Et le rapport relève déjà quelques éléments qui sont assez intéressants. Donc, ils sont allés cette année sur des fraudes, sur à peu près 2000 fraudes, d'un total de 3,1 milliards. Ils ont remarqué que, bon, il y a des éléments sur lesquels je ne vais pas trop insister. Le lien sur le rapport est aussi là. Ils ont remarqué que la fraude qui existe le plus, c'est la corruption. Certains pays ne seront évidemment pas surpris. Que la fraude qui se fait le plus, c'est la mauvaise utilisation des ressources. Et la fraude qui coûte le plus cher, c'est les fraudes sur les états financiers. Et ça ramène encore à l'ordre du jour la nécessité de collaboration. Mais on voit que la fraude touche tout le monde dans ce rapport, c'est qu'elle touche aussi bien la personne qui est au niveau junior que la personne qui est top exécutive. Et le rapport va même plus loin en disant que les fraudes qui sont commises par les top exécutives, généralement, sont les fraudes qui coûtent plus cher à l'organisation. Après, ils font des démonstrations à l'intérieur. Rapport que je vous conseille de voir, d'ailleurs, le QR code est là à droite pour aller le consulter. Et vous verrez que même si le monde du non-profit n'est pas significativement touché par rapport aux autres, les pertes médianes sont quand même élevées pour ce secteur-là. Donc, pour un secteur qui ne produit pas d'argent, mais qui fait appel à la collecte des fonds pour pouvoir financer des problèmes, c'est quand même alarmant de voir qu'il y a des soucis profonds en termes de fraude et en termes de mauvaise gestion. Et ça touche tous les départements, aussi bien les opérations que ceux qui fournissent des services aux clients dans les programmes, que ceux qui gèrent les données, etc. Ça touche tous les départements. Et l'un des aspects qui interpelle la redevabilité, que le système 1000 actuel ne capture pas encore vraiment, parce que jusqu'à présent, on a eu l'impression que c'était plus le dada de la finance, c'est ce qu'on appelle les comportements à risque. Parce que les comportements à risque, dans ce qu'on appelle en audit les red flags, sont des attitudes qui devraient attirer l'attention des collègues sur la possibilité d'une personne de pouvoir commettre la fraude. Ça veut dire que une personne qui montre ce comportement-là, ça ne veut pas dire qu'elle fraude, mais ça veut dire qu'elle est potentiellement exposée à commettre une fraude un peu plus tard. Et donc, le fait d'avoir ce niveau d'alerte-là peut permettre aux équipes qui sont en charge de la redevabilité, aussi bien sur la partie finance que sur la partie mille, de proposer des mesures de sécurité au projet pour éviter qu'un certain nombre d'éléments néfastes arrivent. Et le rapport dit que dans la pratique, 84% des fraudeurs ont montré au moins un comportement à risquer. Il y en a 8. Le premier, et il est le premier depuis 8 ans, c'est ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens. Et ça, évidemment, je viens d'arriver dans l'entreprise, ça fait pas 2 ans, ou dans le projet, ça fait pas 2 ans.
Je veux déjà inviter les collègues à célébrer ma première maison. Ça, c'est un red flag. Ça ne veut pas dire qu'il y a fraude, mais ça, c'est un red flag. Dans la manière de protéger le bénéficiaire, parce qu'un bénéficiaire qui voit ça d'un staff du projet, il se fait une autre logique du projet et donc il peut facilement prendre ses distances par rapport au projet. Et donc, dans la partie redevabilité, on doit pouvoir faire attention à ces red flags-là pour que ça ne décourage pas les personnes qui sont autour du projet. Donc, ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens, ceux qui ont des difficultés financières, aujourd'hui, est-ce que tu as 5 000? La semaine prochaine, est-ce que tu as 5 000? Mais quelqu'un qui a quand même 1 million de salaire ou 500 000, comment chaque mois? Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Ceux qui ont des associations euh, qui sont inhabituelles avec des prestataires et voilà, avec des vendeurs, des prestataires, ceux qui n'aiment pas respecter les procédures, et ça, je le dis, bon, après, de mon expérience de financier, j'en ai vu des collègues qui n'aiment pas les procédures, peut-être parfois de façon naïve, c'est-à-dire qui ne perçoivent pas le message que ça donne. Mais effectivement, ne pas respecter les procédures, c'est peut-être parce qu'on veut cacher quelque chose. C'est un red flag, ça ne veut pas dire qu'il y a fraude, mais ça attire l'attention. Ceux qui sont très irritables, toujours sur la défensive. Oui, tu n'as pas liquidé ton avance de voyage. Oui, mais est-ce que j'étais obligé? Pourquoi est-ce que je dois liquider, etc. Les personnes qui sont toujours dans la réaction, les personnes qui sont dans les deals avec les collègues. Il y a ceci qui est en train d'être vendu. Est-ce que tu veux? Je peux te proposer, etc. Ceux qui sont toujours dans l'intimidation. Patron, je vois que ceci n'est pas égal à cela, donc il y a peut-être fais comme j'ai dit. N'essaie pas de comprendre, fais juste comme j'ai dit. Point barre. C'est l'intimidation et éventuellement ceux qui sont dans les situations de divorce, les problèmes familiaux, etc. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des red flags, des potentiels de fraude et même qui doivent rentrer dans les mécanismes euh, de gestion de la redevabilité. Malheureusement, c'est souvent négligé dans les projets et ce n'est que lorsqu'on a des impacts qu'on se rend compte de ça. Il y a beaucoup là que les 1000 peuvent capturer et mettre en place des systèmes de protection. Il y a également certains que les finances peuvent capturer, mais c'est toujours mieux lorsque les deux travaillent ensemble pour proposer des mesures de sécurité qui vont faire en sorte que quelqu'un qui sentira qu'il est bloqué sur la finance ne se retourne pas vers la partie programmatique pour repliquer son système auprès des bénéficiaires ou auprès des systèmes de tracking des données. D'où la nécessité de la collaboration. I hope you are on track till now. Donc, OK. Alors, en termes de collaboration, ce que j'ai le plus appris de mon parcours euh, au PMI, au Project Management Institute, qui est quand même une organisation assez dynamique dans la normalisation en termes de gestion de projet depuis à peu près 60 ans, c'est que de plus en plus maintenant, il faudrait qu'on quitte des sentiers battus. Il faudrait qu'on quitte de ce qui se fait le plus, de ce qui se fait habituellement. Il faudrait qu'on quitte de ce qu'on fait le mieux, mais qui ne donne pas forcément de résultats. Parce que c'est vrai que on veut bien se focaliser sur livrer le produit, mais j'ai vu, et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait m'inscrire en thèse pour écrire là-dessus, que la bataille généralement dans les projets, c'est de dire que nous, les programmes, parce que nous servons les bénéficiaires, nous sommes prioritaires. Et donc, du coup, vous qui êtes les supports, vous êtes là pour nous. Donc, vous devez faire ce que nous, on veut. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça la vraie bataille dans un projet. La vraie bataille dans le projet, c'est est-ce que le bénéficiaire reçoit son produit dans les meilleures conditions? Et dans les meilleures conditions, ça va au-delà de livrer le produit. Et j'ai beaucoup apprécié qu'il y a 2 ans, le PMI revoit la définition de réussir un projet. Réussir un projet aujourd'hui, ce n'est plus dire que on va livrer le produit. C'est est-ce qu'on a délivré de la valeur grâce à ce produit et avec les meilleures conditions possibles. Je prenais encore l'exemple dans un autre atelier sur la route, où on va vous dire que la norme, je crois qu'il y a un rapport là-dessus qui disait que la norme africaine en matière de kilomètres bitumés de route, c'est 100 millions. Et on a des pays où la norme de kilomètres de route, ou bon, pas la norme, mais la pratique, c'est 900 millions le kilomètre. Donc, oui, les deux pays vont dire, on a fait 1000 kilomètres de route. Les deux pays vont le dire.
Mais il y a un qui va dire que moi, j'ai fait la route à 10 000, quelqu'un d'autre va dire j'ai fait la route à 90 000. Et la question, non, c'est, oui, les deux ont livré, mais est-ce que les deux, on peut dire que ce sont des projets de réussite? Et ça commence à devenir une question centrale, les conditions autour. Et c'est là que la finance prend le relais. Est-ce que dans les conditions autour, c'est là que les opérations prennent le relais? Est-ce que dans les conditions autour, on peut dire que ce produit a été livré dans les meilleures conditions? Est-ce qu'on peut dire que ce produit livré délivre de la valeur au client ou au prestataire? Donc, de plus en plus, la réussite doit être inclusive, de telle sorte qu'on se rende compte que le produit seul ne suffit plus. Mais est-ce que le produit a été livré à temps? Est-ce que, parce que l'avenant, par exemple, on peut multiplier 4, 5, 6, 7 avenants et on se rend compte que finalement, c'est pas l'avenant, enfin, du moins, que c'est une mauvaise pratique de gestion. Mais on devrait pouvoir synchroniser la manière dont la réussite de projet s'entend autour de ces définitions. Deuxièmement, les pratiques PMI aussi recommandent de quitter de la priorisation de la gestion de projet à la priorisation du projet. Et le projet, la gestion de projet n'est qu'une infime partie, parce que c'est quand on est focalisé sur la gestion de projet qu'on ne voit que le microcosme de là où on est. Et on se dit que l'activité telle qu'elle est, tant que je l'ai réalisée, ça va. Mais en réalité, je l'ai réalisée. Est-ce que je l'ai réalisée dans les temps? Est-ce que je l'ai réalisée dans le budget? Est-ce que le client est satisfait de comment je l'ai réalisé? Et là, on quitte de la gestion de projet pour aller à est-ce que le projet est un succès? Donc, think out of the box, comme les anglo-saxons disent, ça permet, troisièmement, de s'assurer donc qu'on quitte de simples critères, coût, délai, qualité, etc., qui sont des éléments vus séparément, à une création de valeur qui est inclusive de la manière dont on veut gérer le projet au quotidien. Euh, dans la problématique centrale, donc, telle qu'elle est soulevée sur le fonctionnement des PDE en général, mais surtout sur les divergences existantes entre projets et entre 1000 opérations, généralement, deux parties sont principalement affectées par ça. Il y a ce qu'on appelle, il y a le bailleur, ou alors la partie prenante clé, et il y a l'équipe projet, qui, dans les étapes de gestion, doivent interagir pour livrer ce qui est attendu. Alors, à l'étape d'initiation, généralement, il n'y a pas trop de problèmes. Parce qu'à l'étape d'initiation, le 1000, pour ceux qui ont un peu travaillé dans le business development des projets, le 1000, les opérations et les finances et les programmes sont obligés de travailler ensemble pour produire au moins 3 documents, surtout pour les bailleurs de fonds type anglo-saxon européen. Il y a généralement la proposition technique, il y a le budget qui doit être aligné à la proposition technique et il y a le plan mini qui doit être aligné à la proposition technique. Donc, les trois composants sont obligés de travailler ensemble, de soumettre leurs documents synchronisés au chef de projet et les documents synchronisés vont au bailleur qui fait un retour par rapport à comment est-ce qu'il perçoit la proposition. Ça, donc là, il n'y a pas trop de soucis. C'est au niveau de l'exécution que les problèmes commencent, parce qu'à l'exécution, le financier envoie ses rapports au répondant financier du bailleur. Le 1000 envoie ses informations au répondant du bailleur sur le 1000 et les programmes font pareil. Ce qui fait que le cordeau reçoit ses rapports à des périodes différentes et envoie ses rapports différemment au bailleur, mais lui, parce que pour un besoin de synchronisation, il y aura toujours cette nécessité de voir le projet de manière transversale. Il fera toujours un commentaire unique, de telle sorte que son commentaire va non seulement toucher peut-être une ou deux sections, mais va relever la transversalité du projet. Donc, on va par exemple, on aura par exemple des retours du genre, je vois que vous avez dit que vous avez réalisé ceci, mais vos finances disent ceci. Est-ce que vous pouvez clarifier? Et malheureusement, si ce n'est pas une pratique qu'on a en interne dans le projet,
on va attendre que ce soit des externes qui nous fassent un retour sur ce qu'on aurait pu voir en interne. Et c'est pas une bonne pratique de gestion. Et ça existe même d'ailleurs dans les clôtures avec les évaluateurs. Donc, du coup, la problématique, elle est vraiment importante. On a eu cette habitude de voir les échecs de projets sur des éléments exogènes, mais il y a beaucoup à faire également sur le plan endogène, et notamment sur cette collaboration nécessaire entre les trois fonctions pour non seulement améliorer la prise de décision, parce que s'il y a une différence entre ce que le MIL dit et ce que le financier dit, c'est mieux qu'on harmonise d'abord ça avant que ça nous montre chez le bailleur de fonds, plutôt que ce soit le bailleur de fonds qui nous rappelle qu'il y a cette différence-là. Et donc, cette, cette vision de la gestion de projet dans le développement peut améliorer un nombre incroyable de choses en matière de correction des déviances que nous avons que nous vivons dans les projets actuellement. Alors, quelles sont les causes de ça? Et premièrement, de ce que j'ai vu, de mon expérience, après, s'il y a des questions, on pourra partager dessus, de mon expérience, l'orientation professionnelle du leader fait partie des problèmes majeurs. L'orientation professionnelle du leader, c'est quoi? C'est que si je suis responsable administratif et financier et qu'on me nomme coordonnateur de projet, je vais de manière naturelle regarder plus les finances que les programmes. Normal. Déjà qu'à la base, je n'ai pas vraiment eu une formation sur les projets, donc c'est normal que lorsque je monte coordonnateur de projet, en tant que financier, que je me concentre sur ce que je maîtrise le mieux. Et ce sera le cas pour les programmes. J'ai vu beaucoup de responsables programmatiques monter coordonnateurs, ne même pas vouloir entendre parler de la finance, se focaliser sur les programmes, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que parler de la finance est une nécessité s'ils veulent réussir leur programme. Deuxièmement, la préparation des profils. Et ça, c'est un problème des systèmes éducatifs. Parce que pour moi, ça reste un peu incongru qu'on soit dans un continent où beaucoup de choses sont à faire, où on engage parfois plus de 50% de nos ressources sur des investissements et donc des projets, mais que les systèmes éducatifs continuent de nous former sur des éléments qui n'ont pas forcément un lien avec ça. Donc, lorsque les profils doivent sortir du marché, il faut encore aller sur des formations spécifiques, sur des certifications spécifiques pour comprendre ce que c'est que le projet ou même perdre 3, 4, 5 ans à être dans un projet avant de véritablement comprendre où on est. Ce qui reste un gros problème. Troisièmement, le manque d'appropriation locale. Et je crois que nous avons encore beaucoup à faire là-dessus. Parce que, comme je disais, le système du bailleur va dire qu'OK, le 1000, voici comment vous devez le gérer. La finance, voici comment vous devez la gérer. L'exécution des activités sur le terrain, voici ce que vous devez prendre en considération. Donc, il n'y a pas un document qui va dire aux financiers de collaborer avec le 1000. Il n'y a pas un document du bailleur qui va dire au 1000, il faut collaborer avec la finance. Il n'y en a pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas collaborer. Ce n'est pas parce que le document guide du bailleur n'inclut pas cela que dans les équipes de mise en œuvre, nous, on ne va pas essayer de savoir qu'est-ce qu'on est en train d'envoyer au bailleur de fonds. Et est-ce que l'information centralisée est lucide ou alors est cohérente par rapport à ce qu'on est en train d'envoyer. Et mieux même, pourquoi ne pas bâtir des systèmes de données qui sont propres aux décisions que nous devons prendre localement ou alors à des systèmes de base de données que nous pouvons concevoir localement parce que la plupart de ces données, après, s'expatrient. Et donc, nous ne restons pas avec quelque chose qui pourrait être utile plus tard. Mais ce n'est pas interdit, ce qui veut dire que c'est en fait à nous de concevoir le système idéal local et de capitaliser sur ce que nous faisons pour les autres. Et donc, ça favorise idéalement un hyper-cloisonnement des fonctions, comme on l'a vu depuis le début, et qui ne facilite pas donc cette intégration entre les fonctions, et donc qui ne facilite pas la qualité de la décision qu'un coordonnateur devrait prendre, mais également qui ne facilite pas le renforcement des bases de données et des systèmes qui peuvent être utilisés localement pour conduire à des décisions beaucoup plus on va dire beaucoup plus cohérente et beaucoup mieux aménagée
pour ce qui devrait nous bénéficier. Donc, une des solutions, et je vais rester sur la partie, je vais en rester là sur la partie technique, on pourra en revenir s'il y a des questions. Une des solutions, c'est généralement un outil qu'on appelle la valeur acquise. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En anglais, c'est un value management. Mais la valeur acquise, en fait, c'est un outil qui permet de faire le suivi des projets. Mais ce suivi est intimement basé est obligatoirement, même si je peux dire basé sur l'intégration entre ce qu'on doit faire dans le périmètre, ce qu'on a fait jusque-là, combien on a dépensé, la méthodologie, pardon, permet d'avoir une vue beaucoup plus globale en termes d'information que ce qui se fait généralement au niveau des milles individuellement ou au niveau des financiers individuellement. Ce que j'apprécie également sur cette méthodologie, c'est qu'à la fois, elle permet d'évaluer à la fois ce qui s'est passé avant, mais également, elle permet de faire quelques projections sur l'avenir. Donc, on va essayer de simuler ça avec un petit projet qu'on va voir sur 5-10 minutes avant de clôturer et de passer éventuellement aux questions-réponses. On va prendre un petit projet de formation de femmes dans un village, formation de 200 femmes sur 8 semaines avec un budget total de 3 880 000. Dans le déroulé, le projet doit se faire comme vous le voyez à droite, commencera le 12 octobre. Il y a 6 grandes composantes dont je vais parler sur les détails d'activité pour laisser le projet vraiment simple, hein, pour que ça puisse être compris. Planification, mobilisation, achat du matériel, les deux formations et évaluation et suivi. Pour chaque activité, sa durée et pour chaque activité, son coût. Pour aider également, pour que ce soit un peu plus fluide, j'ai transcrit cela sur un logiciel. L'un des plus utilisés que j'ai vu dans l'Afrique subsaharienne, c'est Microsoft Project, mais bon, il y en a d'autres. Donc, avec Microsoft Project, j'ai pu mettre les mêmes activités, comme vous voyez, leur durée, 40 jours, j'ai pu mettre le budget. Voilà. Donc, on va essayer d'évoluer concomitamment pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors, dans ce projet, on nous dit que le, le premier suivi du projet doit se faire 2 semaines plus tard, c'est-à-dire le 11 novembre. Donc, déjà, première chose, euh, je vais enregistrer la situation de référence. Je vais lui dire que voici ma base. OK. Ensuite, je lui dirai que je vais faire le suivi au 11. Is it that one? Yeah. November 11. OK, je vais faire le suivi au 11 novembre. Et donc, le 11 novembre, on a des données. Attendez, je vais voir si je peux réduire ce monsieur. D'accord. Et le 11 novembre, donc, on a les données de suivi. Alors, les données de suivi, je n'ai pas voulu entrer dans les détails de quel indicateur a permis de faire quoi, c'était quel indicateur de suivi de résultats pour quelle activité. On suppose qu'on a fait tout cela et que tout le système 1000 nous a donné un résultat de 100% de niveau d'exécution au 11 novembre pour la première activité. Donc, nous, on va rester à un niveau stratégique. Le niveau opérationnel, évidemment, il y a beaucoup plus de webinaires qui permettront organisés par ACMI qui permettront d'identifier comment est-ce qu'on arrive à ce niveau de choses. OK. Donc, les niveaux d'exécution, ils sont là. Je vais les mettre 100, 150 et 25. Je vais les mettre ici 100, 150, 25. Et les niveaux de consommation financière, c'est-à-dire le coût réel, on a 480 000, 250 000. On a 350 000 et 350, 190 et 801 000. OK. OK, good. Donc là, on a la planification de base. Et c'est vrai que c'est pas vraiment une pratique, mais j'encourage de plus en plus les gestionnaires de projets à utiliser des outils comme celui-ci pour suivre les projets. Ça va beaucoup plus vite. Ça donne des opérations ou des informations beaucoup plus fluides et beaucoup plus transparentes. Alors, premier élément, les indicateurs de la valeur acquise. Il y en a une quinzaine. On va pas tous les voir. On va voir certains.
Mais les indicateurs de la valeur acquise sont généralement basés sur 3 indicateurs. Donc, pour calculer les autres, il faut d'abord calculer 3. Évidemment, il y a un qu'on a déjà, qu'on appelle le budget total de 3 880 000. On l'a déjà. Donc, on va pas se casser la tête avec. D'ailleurs, je vais basculer sur la valeur acquise en termes de vue, puisqu'on a déjà mis les données. Donc, je vais sur table, more tables, and value. Boom. OK. D'accord. Là, il m'a donné les indicateurs. Voici le budget total ici de 3 880 000. Il me dit qu'à date, voilà. Donc, je vais cacher ça, je vais expliquer les 3 indicateurs de base. OK. Donc, premier indicateur, et ça se représente un peu comme le graphe que vous avez ici au-dessus. Le budget total, c'est le graphe jaune du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire le montant d'argent qu'on a alloué au projet, les 3 880 000. La valeur prévue de 2 880 000, c'est l'argent qu'on est supposé avoir dépensé à la date de l'évaluation, c'est-à-dire 2 880 000. Le coût réel, c'est la quantité d'argent qu'on a réellement dépensé à la date de l'évaluation, 1 921 000. Et la valeur acquise, c'est l'argent qu'on aurait dû dépenser si on avait respecté les prévisions initiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur acquise, en fait, on prend la quantité de femmes réellement formées et on évalue ça au coût qui était initialement prévu, c'est-à-dire au coût prévu qui est ici. Alors, donc, la valeur prévue, c'est ce qu'on avait prévu de faire fois ce qu'on avait prévu de dépenser, donc 2 880 000. I think that's it. OK. Le coût réel, c'est ce qu'on a réellement effectué fois ce qu'on a réellement dépensé, c'est-à-dire 1 921 000. Et la valeur acquise, c'est ce qu'on a réellement fait par rapport à ce qu'on avait prévu de dépenser. Donc, ça donne en fait la véritable valeur de ce qu'on a réalisé jusque-là. Ce sont les 3 informations de base et Microsoft Project vous les donne une fois que vous avez terminé avec la planification. Ensuite, il y a l'analyse de la performance. Comme je disais, la valeur acquise permet de faire 2 choses. On peut analyser ce qui s'est passé entre la date 0 et la date d'évaluation. Et on peut analyser comment le futur va se présenter entre la date d'évaluation et la date de fin du projet. Donc, nous sommes sur la date de départ à la date d'évaluation. Dessus, il y a 2 principaux indicateurs qu'on utilise. L'écart sur les délais et l'écart sur les coûts. L'écart sur les délais fait tout simplement la différence entre la valeur acquise et ce qu'on avait prévu de faire et la valeur prévue. Et généralement, si l'écart sur les délais est négatif, ça veut dire que la quantité réelle est inférieure à la quantité prévue, selon les formules qu'on avait. Et donc, on a réalisé beaucoup moins que ce qui était prévu, donc on est en retard. Si l'écart sur délai est positif, c'est que la quantité réelle est supérieure à la quantité planifiée, donc on est en avance. Rien que ça. Euh, Pareil pour les coûts, l'écart sur les coûts, on fait la valeur acquise moins le coût réel. Et ça revient en fait, lorsqu'on met en facteur les 2 formules qui sont là, hein, les formules sont là. Donc, si le coût unitaire prévu est supérieur au coût unitaire réel, ça veut dire qu'on a dépensé moins que ce qui était prévu. Donc, c'est positif, ça veut dire qu'on est en sous-consommation. Si c'est négatif, ça veut dire que le coût réel est supérieur au coût unitaire prévu. Ça veut dire qu'on est en surconsommation. Et si c'est égal, ça veut dire qu'on est on budget. Mais en réalité, lorsqu'on utilise le logiciel, on n'a pas besoin de faire tous ces calculs. On a juste besoin de connaître les 2 tableaux qui sont au milieu. Donc, si c'est négatif, quelle est l'incidence? Alors, l'impact se trouve à 4 niveaux. Il y a 4 niveaux possibles. Parce que nous, on est sur un projet qui, je crois, lorsque je regarde, a un schedule variance négatif, donc l'écart sur délai est négatif, et l'écart sur coût est négatif. Ce qui veut dire que on se situe sur un projet qui est à la fois en retard, mais en surconsommation, je pense bien. Donc, il est négatif, donc il est en retard, et il est positif,
et il est négatif encore, il est en surconsommation. Voilà. Et c'est là donc que l'analyse commence à être intéressante. Parce qu'un projet qui est en retard, c'est facile de venir dire aux gens, on a accusé un petit retard, donc ça va aller, on va finir le projet. Mais lorsqu'on commence à être en retard et qu'on est en surconsommation, ça donne déjà une autre analyse. Ça veut dire que non seulement on n'avance pas comme il faut, on a un rythme de progression qui est très faible. L'indice de performance des délais montre que pour chaque jour qui passe, on ne réalise que 57% de ce qu'on devrait réaliser. Et ça, c'est un autre indicateur. Malheureusement, je n'ai pas voulu trop le présenter, mais c'est celui-ci, indice de performance des délais. La valeur acquise divisée par la valeur prévue, qui a donné 57%. Et si c'est 57%, c'est que sur 100 ou sur un jour, je ne réalise que 57% de ce que je devrais. Mais c'est pire si je dis qu'en plus d'être en retard, je consomme beaucoup plus. Donc, quelles peuvent être les analyses qui viennent de la corrélation de ces deux? Je suis quelqu'un qui est trop concentré sur les dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que tout ce qui est formation à l'étranger, l'achat de voitures, les nouveaux bâtiments, le recrutement même de personnel qu'il ne fallait pas, etc., je suis dedans. Peut-être aussi que je suis le type de coordonnateur qui ne comprend pas assez que mes actions, en plus d'être orientées sur le fonctionnement, n'ont pas forcément d'impact sur l'avancement, sur ce qu'on a appelé bien avant la valeur à délivrer au client. Peut-être également que j'ai des problèmes de gouvernance, donc sur la manière de gérer, je suis très dépensier et peut-être que je suis dans un environnement qui est trop pressant, qui demande beaucoup trop, peut-être en termes de retour, en termes de backsheet, en termes d'etc. Mais c'est pas le seul, puisqu'il y a quatre autres possibilités, il y a trois autres possibilités. Je peux être, comme on a vu, en retard et en surdépense. Je peux être en avance et en surdépense. Ça veut dire que c'est un projet qui va très vite et qui dépense très vite. Mais attention, il faut aussi se rassurer que le rythme de dépense suit le rythme d'avancement programmatique. Donc, il faut analyser dans les détails. Je peux être en retard et en sous-dépense. Et là, il faut par exemple voir si l'équipe n'a pas, si l'équipe comprend le projet, parce que ça peut être qu'ils hésitent à avancer parce qu'ils ont une incompréhension, ou alors il y a une tension interne dans le projet. Parce que si je suis en retard et je n'avance pas en termes de dépenses, c'est peut-être qu'il y a un conflit interne. Et j'ai eu une confession d'un bailleur de fonds une fois qui m'a avoué que une action qu'il avait menée dans un projet, c'est parce qu'il avait compris que le projet était en retard et en sous-dépense. Il l'avait caché, mais lui, il avait compris au travers des données. Et enfin, on peut avoir un projet qui est en avance et qui est en sous-dépense. Et ça existe aussi. Des exemples d'analyse d'être en avance et en sous-consommation, c'est que on a un projet qui a exécuté beaucoup de choses, mais les staffs ne sont pas payés et le coordonnateur ne veut pas dire au bailleur que les staffs ne sont pas payés, par exemple. Ou alors, les staffs ne sont pas payés. Ou alors, bon, on va prendre un autre exemple. Peut-être les dépenses sont bonnes, c'est juste que l'avancement de ce projet-là, il y a un gros souci dedans. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de qualité dans ce projet qu'il faut investiguer. Et vous allez tout de suite voir que pour un bailleur de fonds qui fait cette intégration sans dire au projet, il y a des informations qu'il peut déjà avoir sans venir à une réunion dans ce projet-là. Et parfois, il va poser des questions à une réunion. On va se dire, mais est-ce que quelqu'un lui a vendu là? Mais c'est juste que lui, il a fait la corrélation de manière naturelle entre l'avancement technique et l'avancement financier. Aussi simple que ça. Ça, c'est pour les indicateurs de performance. Maintenant, il y a des indicateurs de projection. Et l'indicateur de projection ultime, c'est de savoir en fonction de mon comportement, comment sera mon futur. Et le premier indicateur, c'est de se dire quel sera mon nouveau budget. Et le nouveau budget dépend de quatre scénarios. Le premier, c'est est-ce que je vais rester sur le rythme de consommation actuel? Donc, si je veux rester sur le même rythme de consommation actuel, alors si je suis sur le premier scénario, je prends le budget total divisé par l'indice de performance des coûts et il va me donner ce que devrait être mon nouveau budget. C'est-à-dire, si je prends un project, il va me dire que
Voilà, mon nouveau budget, au lieu de 3,8 millions, il devra être, si je maintiens mon rythme de consommation actuel, il sera de 4,490 millions. Ça veut dire que j'ai 600 000 d'argent que je dois trouver dès maintenant. Et c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant parce que je n'ai pas besoin d'attendre la fin du projet pour savoir que j'ai besoin de plus d'argent pour continuer. Déjà, dès les premiers suivis, je peux déjà anticiper que j'aurai besoin de 600 000 et entamer des démarches pour pouvoir trouver ces 600 000 ou alors affiner les comportements pour revenir à l'orthodoxie. Objet de la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse suppose que j'ai déjà dépensé, donc il y a des choses qui ne peuvent plus changer, ce qui est dépensé est dépensé, mais il y a encore un reste de valeur à livrer. Et le reste de valeur à livrer, c'est quoi? C'est le budget initial moins la valeur qu'on a déjà livrée. C'est le reste de valeur à livrer. Donc, si je prends le reste de valeur à livrer, c'est-à-dire BA moins VA, et que j'additionne ça au coût réel, je peux savoir quel est le budget qui, sur lequel je pense que je pourrais me projeter. Ou je peux me dire OK, on a vraiment foiré en termes de dépenses. Ce qu'on a prévu de faire à date, on ne peut plus le réaliser. Donc, il faut revoir le reste de budget et revoir les activités. Ça, c'est le troisième élément. Ça veut dire que le plan initial n'est plus viable. Donc, il faut carrément le changer. Ou alors, si le plan de dépenses et le plan de mise en œuvre avec les délais doivent être revus en totalité, y compris les délais, il faut pouvoir refaire ce plan-là. Et dans ce cas, la formule de CFE inclut le coût réel en prenant en considération le reste de valeur à livrer et les indices de performance de coût et les indices de performance des délais. Ça peut paraître trop mathématique. Généralement, moi, j'utilise plus le logiciel, donc je m'évite un ensemble euh, de, de, de process à réaliser. Mais j'entre dans les détails mathématiques pour que vous compreniez qu'il y a toute une logique de fond derrière. Et une fois que j'ai déterminé mon nouveau budget, ben, le reste, c'est de me dire, OK, quel est le coût estimé à l'achèvement? Ce que nous, on a déterminé comme étant les 600 000. 600 000 si je reste sur le premier choix. Quel sera mon coût estimé à l'achèvement? 600 000. Voilà. Voilà quelques indicateurs de projection. Un autre indicateur de projection que j'aime bien, et je vais peut-être finir par là, c'est l'indice de performance pour l'achèvement du projet. Lui, il est très simple. Il évalue sous forme de ratio, d'une part, le reste de valeur à livrer, c'est-à-dire le budget moins la valeur acquise, déjà, moins la valeur acquise déjà servie. Donc, le reste de travail à effectuer divisé par le reste d'argent disponible, c'est-à-dire le budget moins les dépenses réelles. Et il fait la division. Donc, il divise le reste de travail à faire avec le reste d'argent disponible. Évidemment, si le ratio est supérieur à 100%, ça veut dire que on a plus de travail à faire que d'argent disponible à la date d'évaluation. La simulation n'est pas Et visible. donc, ah ok, oh désolé, la simulation n'est pas... Oh, ok, d'accord, d'accord, sorry. Désolé, désolé, mais c'est pas grave. Euh, voilà à peu près ce que ça donne sur Project. Donc, je vais revenir là-dessus très rapidement. Donc, voilà la planification. Voilà le budget de 3,8 millions qu'on avait au départ. Voici la valeur planifiée qu'il a réalisée. Peut-être pour vous briefer rapidement, je vais revenir sur les informations que j'ai rentrées. Voilà le projet initial avec les activités, la durée, euh, le coût, les valeurs réelles, le coût actuel et les pourcentages de travail. Donc, ça nous a permis d'avoir la valeur acquise que qu'on a ici, voilà, qui est peut-être le tableau le plus important, où on a le budget at completion, dans le budget initial, la valeur, la partie du budget at completion à la date d'évaluation, la valeur acquise, le coût réel, donc ça a été donné par le tableau, et les calculs qu'on a vus jusque-là, donc l'écart sur délai, l'écart sur coût, euh, et le nouveau budget. Donc le nouveau budget qu'il faille comparer peut-être avec celui-ci.
Donc, Project dit que si je continue ma tendance de consommation, de dépassement du budget, mon nouveau budget devrait être de 4 490 048. Et donc, j'aurais besoin de 600 000 en plus. Voilà l'indicateur ici. J'aurais besoin de 600 000 en plus par rapport au budget que j'ai déjà. Et donc, je peux déterminer que je peux trouver dès maintenant. Voilà. Donc, je disais que dans l'indice de performance pour l'achèvement du projet, si le ratio est supérieur à 100%, alors euh, le travail qui reste à faire est supérieur à la quantité d'argent restante. Et s'il est inférieur à 100%, ça veut dire que la quantité d'argent restante est supérieure au travail à faire. Généralement, c'est le deuxième cas qui est idéal. Ça veut dire que on a un peu plus d'argent par rapport à ce qu'on veut livrer. Donc, dans ce cas, on peut se permettre de rapatrier certains fonds sur des activités qui n'étaient pas financées ou de financer des activités ludiques ou récréatives qui pourraient aider le projet à renforcer ses compétences et ses capacités. Mais ça devrait venir d'indicateurs purement scientifiques comme cela. Et évidemment, lorsqu'on a une certaine pratique du logiciel avec Project, on peut avoir accès à ces indicateurs. Pour autant que la planification avec la liste d'activités, la durée et le budget, que ce soit mis dans le logiciel, qu'on fasse ces suivis normalement et le logiciel donne tous ces chiffres de manière automatique. Quitte, comme je vous disais, à l'utilisateur de savoir comment interpréter. Si par exemple j'ai une valeur, une VAC qui est négative de 600 000, ça veut dire que je dois trouver 600 000 d'argent par rapport au budget que j'ai maintenant. Parce que je suis en train de trop dépenser et probablement pour une valeur qui ne suit pas. Et c'est pareil pour les autres, les cas sur délai, les cas sur coût. Moi, ce que je fais lorsque je ne veux pas trop retenir, c'est que je prends les tableaux que j'ai montrés précédemment. Voilà, ceci. Et puis, je commence à analyser. Si c'est négatif, l'interprétation est là. Si c'est positif, l'interprétation est là. Donc, ça devient beaucoup plus facile. Autre chose aussi qu'on peut dire, c'est que euh, le, l'analyse peut se faire au niveau global du projet, mais elle se fait également au niveau de chaque activité. Donc, je peux savoir quelle activité est en train de me poser problème. Parce qu'évidemment, je peux avoir un avancement significatif sur certaines activités et pas sur d'autres. On verra par exemple que je dois trouver 600 000 par rapport à l'ancien projet, mais la première et la deuxième activité ont dégagé des revenus. Donc, ce ne sont pas ces activités qui me posent problème. C'est la quatrième activité qui me pose problème, parce que je suis en surconsommation là-dessus. Et c'est des exemples d'analyse très, très poussés comme ça qui peuvent permettre d'améliorer la manière de faire le suivi. Alors, pour terminer, quelques recommandations. La première, lorsqu'on parle au PMI de maximiser le succès des projets, on parle toujours de ce triangle qui rappelle que les cursus actuels ont des limitations en termes de projet, mais que chaque acteur doit pouvoir, d'une manière ou d'une autre, s'assurer qu'il développe ses aptitudes, ses skills sur ces trois éléments du triangle. Donc, le business acumen, les compétences techniques, l'indicateur la méthodologie qu'on vient de voir, le Earned Value Management, on voit ça beaucoup au niveau du PMI en termes de technical skills ou les compétences de leadership. Donc, la formation reste vraiment la clé pour améliorer la qualité des projets au niveau individuel, mais également au niveau collectif. Deuxièmement, la technologie aussi peut nous permettre d'aller très très vite. Et on a, nous, la chance d'être dans une période où la technologie a quand même pas mal d'impact en termes d'implication dans notre quotidien. Et on a ces outils-là, que ce soit Microsoft Project, Oracle Primavera, qui sont très très utiles dans l'automatisation des fonctions de planification, mais également de suivi, et qui nous permettent finalement de nous focaliser sur des analyses. Et pourquoi pas sur des analyses groupées, des analyses synchronisées.
Donc, c'est peut-être aussi un aspect de formation à prendre en considération, mais c'est surtout un aspect d'intégration dans nos habitudes quotidiennes, de pouvoir se dire qu'OK, laissons la machine gérer les détails et restons sur le côté analytique de l'affaire. Et évidemment, parce que la donnée reste sensible et parce que la donnée sert à la fois au développement, mais également à l'orientation des prises de décision, elle peut également être une arme fatale. Donc, les structures qui généralement adoptent ces solutions de manière naturelle sont des structures qui ont des mécanismes de gouvernance très élevés, qui savent protéger leur système, qui n'ont pas de crainte à vulgariser leurs informations financières, qui mettent leurs informations sur des sites, etc. Et donc, tant que c'est aussi un autre appel à la fiabilité, mais également au fait que les structures doivent pouvoir muer. Parce que jusqu'à présent, on a même des structures qui parfois n'ont pas de site internet, qui ne partagent pas leurs rapports financiers, qui ne partagent pas suffisamment leur niveau d'information, qui ne partagent pas, donc qui perçoivent encore euh, la, le fait, l'information comme un élément qui doit être caché et du coup, qui peut être manipulé d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'on commence à utiliser des outils comme cela, ça devient hyper difficile. Parce que l'outil, lui, va tout dire. Et ça va être très difficile de cacher ce qu'il va dire, parce que ce qu'il va dire va se baser sur ce que nous-mêmes on a mis, sur ce qu'on a réalisé, et lui va juste générer des données. Donc, la gouvernance, c'est un aspect très important, on ne sera pas libre de produire de la donnée si l'organisation ne nous permet pas de produire cette donnée. Si l'organisation n'utilise pas ces données pour prendre des décisions, si l'organisation ne vulgarise pas les bonnes pratiques en matière de protection et de sécurisation des données. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai rédigé, je crois, déjà un article sur sur la valeur acquise qui a beaucoup de détails en termes de calcul, en termes d'exemples que vous pourrez consulter sur la revue Rex ou sur Academia. Et puis bon, si vous avez des questions, je reste ouvert. Merci. Merci, docteur Salah. Euh, Astrid, on ne te suit pas. Ok, je pense que nous avons perdu Astrid, la modératrice. Donc, à la suite du docteur Salah, nous allons, avec votre permission, revenir un peu dans le chat où nous avons noté quelques préoccupations, quelques questions qui ont été posées. Nous allons très rapidement revenir à Monsieur Bouba qui euh, avait besoin de précisions sur la source du rapport qui a été évoqué par le docteur Salah sur euh, les, les SDG, entre autres. Allô, docteur Salah? Oui, oui, oui. Je pourrais, en fait, je ne sais pas si les participants ont accès à la présentation, mais je pourrais éventuellement partager, je crois que je sais pas si c'est sur cette version que j'ai mis les liens, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la présentation encore, mais j'ai fait l'effort sur chaque slide qui appelle qui fait appel à une information d'un rapport, de mettre le lien du rapport à l'intérieur. Donc, ces slides sur les ODD, c'est Focus 2030, qui est un site sur lequel tout ce qui se passe en matière d'ODD
euh, ils mettent ça là-dedans. Vous pourrez aller et puis voir. Je vais voir si je peux copier et puis vous mettre ça dans le chat si vous en avez besoin tout de suite. Ok, je vois qu'il y a un autre. Attendez, je vous copie tout ça une fois. Ok. J'espère que c'est visible, que je suis dans le bon chat. Allô, est-ce que c'est bon? Vous l'avez vu, le lien? Ok, d'accord, d'accord. Merci, docteur. Nous poursuivons avec les préoccupations partagées dans le chat. Euh, la prochaine vient de Jean-Pierre Ampère, de Jean Ampère, tant pour moi, qui nous vient de la RDC, enfin, qui est basé en RDC, qui aimerait savoir si le même système de gestion utilisé dans les projets de développement pourrait également s'appliquer aux projets d'urgence. Je crois que c'est effectivement les débats qu'on a toujours entre urgence et développement en tant que praticien euh, de ces deux volets. Jean-Ampère voulait en savoir un peu plus là-dessus, docteur. Merci. Oui, oui. Merci pour la question, Monsieur Jean-Pierre. Alors, comme je disais dès le départ, les PDE dont nous parlerons, dont nous avons parlé, incluent les deux. Sauf que, pardon, sauf que les projets humanitaires que vous appelez projets d'urgence, pour moi, ont même plus besoin d'un outil comme la valeur acquise que les projets de développement. Parce que les projets humanitaires, généralement, vont très vite et ont besoin de ce type d'informations à la seconde pour savoir comment est-ce que ça se passe. Est-ce qu'il y a un besoin de renflouement, d'amélioration de budget? Est-ce qu'on est en train d'être en retard par rapport à ce qu'on aurait dû faire? En termes de prise de décision, j'ai vu les projets d'urgence avoir des demandes d'informations parfois vraiment incroyables. Et donc, je pense qu'un système comme la valeur acquise, mais surtout un système comme la valeur acquise informatisé, serait une bénédiction pour les projets humanitaires, je pense. Parce que leur besoin d'information a un rythme beaucoup plus court et vraiment beaucoup plus court, un cycle de demande d'information beaucoup plus court que les projets de développement. Mais les deux utilisent la gestion financière, utilisent le mille, utilisent des personnes terrain, des personnes programmatiques. Donc je dirais oui. Merci, docteur. Euh, Nous avons d'autres préoccupations en rapport avec le partage de la présentation. Oui, le lien vers notre page YouTube vous sera tous partagé par mail. Donc, rassurez-vous, la présentation sera mise à votre disposition. Euh, la préoccupation euh, c'est HP. OK, nous avons déjà répondu. Vous pouvez nous contacter à notre adresse mail ac1024@gmail.com pour nous apporter des précisions sur l'assistance dont vous avez besoin. OK, nous n'avons plus de questions dans le chat, donc nous pouvons maintenant ouvrir le micro pour pour prendre une ou deux
interventions. Nous avons Monsieur Christian Caboret, Yannick Caboret, autant pour moi, qui a la main levée. Bonjour, bonjour à tous, bonjour chère communauté. Merci pour Yannick, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Vanessa, si tu m'écoutes, est-ce que tu peux nous donner un coup de main pour l'ouverture des micros? Ok, maintenant c'est bon, vous m'entendez, vous me saisissez? C'est ça. Super, merci. Déjà, je tenais à dire merci à M. Salah pour la brillante présentation qui est vraiment très bien faite et vraiment de qualité. Je tiens aussi à vous remercier. Merci. Je vous suis depuis le pays des hommes en tête, depuis le Burkina Faso que je vous suis. Et c'est un réel plaisir pour moi. Voilà, depuis le pays de Merci. Burkina Faso. Merci. C'était une question surtout au niveau de l'outil MS Project que également j'affectionne également beaucoup également qui est très très intéressant. Et j'aimerais aussi avoir un conseil sur la partie un peu les ressources qui sont affectées, la partie budgétaire. Je sais pas, je sais qu'on a trois types de ressources donc on a l'outil. Il y a le type travail, le type consommation, le type budget. Maintenant, pour affecter la partie budgétaire au niveau des ressources, quel est le type qui est le plus intéressant? Voilà. Pour l'exemple, cas pratique qu'on a pris ici, au niveau du budget qu'on a eu affecté pour chacune des activités, c'est quel type de type de ressources de budget qu'on a eu à affecter, notamment sur les tâches en question. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre par M. Salah ou bien que j'ai pu reformuler Bon, ma j'ai question. compris. Voilà, parce que J'ai quand je le compris. fais J'ai souvent compris. sur l'outil coût, pas le type coût souvent, et que j'ai souvent fait la différence des coûts, il y a souvent des données qui sont un peu, voilà, un peu incohérentes quand c'est le type coût. Mais je ne sais pas s'il y a un type particulier qui est plus affectionné que l'autre en question. Et avec ça, comment dégager des indicateurs pour pouvoir les suivre. C'est une partie qui est vraiment très intéressante, très pertinente pour nous, surtout qui sont à ce niveau dans le domaine. Et je sais que c'est vraiment le cœur de la formation. Et avec ces informations-là, on pourra vraiment être assez optimal. Voilà. Merci beaucoup, docteur Salah, et c'est un réel plaisir. Encore, bravo pour OK. le travail que vous faites. Merci. Donc, tout le Burkina vous salue à travers moi. OK. Merci. 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 OK. Je suppose, je vais répondre à la question avant de passer à la seconde. C'est ça, Aristide? Exact. Ok, d'accord. Donc, en effet, généralement, il y a trois types de ressources dans Microsoft Project et les trois types de ressources conduisent la manière dont la budgétisation va être faite. Alors, il faut déjà rappeler que Microsoft Project applique en totalité ce qu'on appelle le budget programme, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une activité, pour qu'on ait un budget sur une activité, il faut qu'une ressource soit affectée à cette activité et que cette ressource la génère du coût. Donc, ce n'est pas l'activité qui est budgétisée, mais c'est le coût, mais c'est la ressource de l'activité qui génère le coût. Le concept c'est une implication du budget programme. Et Microsoft Project utilise ces ressources de trois manières. Donc, vous avez raison, il y a les ressources de type travail, les ressources de type euh, matériel, fourniture, je crois, en français, je sais plus trop, et les ressources de type coût. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que les ressources de type travail sont des ressources dont le coût augmente en fonction de la durée de l'activité. Ça veut dire que si vous mettez sur une ressource de type travail un coût unitaire de 10 000 par heure sur une activité de 5 heures, le coût de cette activité sera de 50 000. Donc, la ressource de type travail évolue en fonction du temps. Et c'est pour cela que d'ailleurs, c'est de la seule ressource sur laquelle on peut paramétrer un calendrier. Les ressources de type matériel sont des ressources de type livrable. Euh, Par exemple, je vais très très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet, donc il ne faudrait pas que je monopolise, je vais très rapidement créer une ressource de type matériel qu'on appelle fuel. Sa dénomination, c'est généralement litre, je crois. Et on va dire que le coût du litre, vous voyez, ce n'est plus franc par heure, c'est déjà franc. Donc, je vais dire que le coût du litre, c'est 600. Et je vais peut-être créer une ressource de type cost, par la même occasion, qu'on va appeler DJ. Voilà, je vais faire la simulation sur les trois. Dans les ressources de type
matériels, lorsque je les assigne, pour que je revienne sur la base entry, lorsque je les assigne, where are the resources? Resource names. OK. Lorsque j'assigne une ressource de type matériel, à la base, il ne va mettre que 1 litre. C'est moi qui ai écrit litre. Et comme j'ai écrit litre, il met derrière. Donc, c'est à moi de lui dire combien de litres je veux sur cette activité. Ce qui n'est pas le cas des ressources work. Parce que la ressource work, si j'ai dit que c'est 600 par heure, il va prendre le nombre d'heures dans l'activité, il va multiplier, il va déterminer le coût. Les ressources de type matériel, je dois entrer dans l'activité, aller dans ressources et lui dire, monsieur, ici, j'ai besoin de 5 litres de carburant et il va calculer le correspondant des 5 litres de carburant. Alors, les ressources de type matériel sont beaucoup plus utilisées pour des ressources qui fonctionnent en livrable, pas en durée. Par exemple, le nombre de rapports, le nombre de parpaings à produire, le nombre de maisons à livrer, etc. Donc, quand l'indicateur de performance, il y a toute une rubrique dans Project sur la gestion des indicateurs de performance. Donc, quand l'indicateur de performance, c'est un livrable, pour la ressource, alors il vaut mieux utiliser la ressource de type matériel. Lorsque le coût de la ressource, lorsque la ressource n'est ni matérielle, n'est ni sur la durée, ni sur le livrable, il faut plutôt utiliser une ressource de type cost. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Les ressources, je vais prendre DJ. Vous voyez, quand j'assigne DJ, il n'y a aucun coût, il n'y a pas de changement. Parce que la ressource de type cost ne fonctionne ni sur la durée, ni sur le livrable. Donc, c'est à moi d'aller dire à Project que cette ressource-ci, j'ai signé un contrat avec le DJ pour 100 000 et je valide. Et il va ajouter les 100 000. Parce que je ne lui ai pas donné de lien entre soit la durée, soit le livrable. Donc, c'est à moi de lui dire combien est-ce qu'il va mettre sur cette activité. Et à chaque fois que je vais assigner DJ quelque part, il faudra que je mette le montant du DJ sur cette activité. Donc, la réponse à votre question, il n'y a pas vraiment de meilleur type. Mais vous comprendrez que c'est en fonction de comment j'utilise la ressource. Si j'appelle M. Salah en consultation, si j'appelle le docteur Salah en consultation et je dis, docteur, je vous paye 10 000 par heure, le docteur Salah est une ressource de type travail. Si je lui dis, docteur Salah, vous avez 10 rapports à me produire et je vous paye par rapport, alors le docteur Salah est une ressource de type matériel. Si c'est que je signe un contrat de 1 million avec le docteur Salah comme ça, alors le docteur Salah est une ressource de type cost. Ce qui veut dire que ce n'est pas aussi lié à la nature. Ce n'est pas parce que je suis homme que je suis forcément travail. Mais c'est lié à l'utilisation de la ressource. Donc, même un camion peut être travail s'il est loué par heure, s'il est loué sur le temps. Voilà. Voilà ce que je peux dire comme ça en résumé. Et j'espère que ça vous a aidé. Merci infiniment, docteur Salah. Après Yannick Kaboré, euh, du côté du pays des hommes intègres, nous allons donner la parole à Bouba, qui a également la main levée. Bonjour Bouba. Bonjour à tout le monde, vous m'écoutez? 5 sur 5. Ok, je tiens à vous remercier pour l'organisation de cette pépite, j'allais dire. Comme mon nom l'indique, mon nom c'est Bouba et je viens du Cameroun. Et voilà, ma préoccupation est la suivante. Je voudrais savoir si vous offrez, en fait, je pense, je parle de votre structure, si vous offrez des séminaires de formation dans le domaine des finances pour quelqu'un qui a un background de 1000. Merci. Merci Est-ce Bouba. que la Docteur question est Salah. posée à AC 1000? Oui, je crois que c'est Si, posé je sais. au docteur Salah. Ok. Oui, dans le cas de mon cabinet personnel, oui. J'offre des formations en gestion financière même des projets, axés vraiment, et qui se focalisent sur la nécessité d'interagir, de collaborer entre les fonctions. Donc oui, j'offre ça. Il y a aussi les formations sur Project et Primavera, et les formations et les préparations à quelques certifs également, oui.
Donc, peut-être pour ça, si vous me contactez après sur LinkedIn ou whatever, on pourra en discuter. Merci, docteur Salah. Juste pour rappeler à notre communauté, nos participants, que un formulaire d'évaluation du webinaire vous a été partagé dans le chat. Vraiment, nous serions heureux de recevoir vos feedbacks. Nous n'avons pas la prétention d'avoir été parfait. C'est pourquoi, pour nous améliorer, nous aurons vraiment besoin de pouvoir recevoir vos retours. Nous vous avons également partagé, pour ceux qui le souhaiteraient, rassurez-vous, nous ne clôturons pas encore. C'est juste pour information afin que nous n'oublions pas ces points. Nous avons également partagé, pour ceux qui le souhaiteraient, le lien d'inscription à l'association AC1000. Donc, ceux qui le souhaitent, le lien Kobo est également disponible dans le chat. Nous avons deux autres mains levées très rapidement. Une seconde. OK. Nous avons la main de Monsieur Mamadou Oriba. Bonjour Mamadou. Vous vous présentez, vous nous dites de quel pays vous venez et vous partagez votre préoccupation. Merci. Bonjour tout le monde et merci beaucoup. Moi, c'est Baba Madouri, je suis de la Guinée-Conakry, basé à Conakry, disons. Merci beaucoup pour cette opportunité de webinaire, surtout sur le partage sur le suivi des projets, parce que le plus souvent, on a des projets qui ont des fonds ou bien qui sont planifiés au préalable, mais sans autant tenir compte de pas mal de critères ou bien d'activités que nous tenons pas compte pendant la planification. Mais disons que le mail de suivi-évaluation avec tous les autres programmes ou les autres services de projet doivent être vraiment coordonnés, comme l'a dit Dr. Salah, pour pouvoir vraiment aller ensemble et partager, disons, les mêmes données aux bailleurs, mais aussi à toutes les parties prenantes, disons. Donc, c'est une belle opportunité pour moi surtout. Je suis certifié PMI, mais ça m'a beaucoup aidé de comprendre encore comment est-ce qu'on peut évaluer, en tout cas faire le suivi de la mise en œuvre d'un projet et comment est-ce qu'il faut réussir un projet. Et ce que je voulais savoir par rapport au renforcement des capacités surtout, est-ce que à votre niveau, vous avez des opportunités de formation sur l'agilité, c'est-à-dire la formation agile et en français, bien sûr. Il y a des formations sur le PMI, sur le site du PMI Institute, mais en anglais. Mais est-ce qu'il y a des Ouais. formations en français disponibles à votre niveau? Merci. Merci Allez, tu Mamadou. réponds pour Ok. AC1000 ou c'est pour moi? Non, je crois que s'il faut rentrer dans la spécificité de la question en ce qui concerne le PMI, à tout seigneur, tout honneur, je vous Ok, laisserai la parole. Mais pour d'accord. l'ACP, je voudrais déjà d'emblée préciser que les webinaires qui sont partagés, préparés pour vous pour cette année 2025, c'est juste pour donner un peu l'entrée en matière de ce qui nous attend en 2026. 2026, on aura encore des programmes un peu plus approfondis assortis, pour ceux qui le veulent, des cursus complets et même des certifications à la fin. Donc, ce que nous vous offrons en 2025, c'est un peu juste pour vous permettre de, comme on dit souvent en Afrique, de prendre un peu le goût de la chose. Docteur, à vous l'honneur. D'accord. Ok. C'est vrai que le PMI insiste, enfin du moins, a quand même une base de données assez riche en matière de possibilités de certification et parfois gratuite, mais pas en français. Après, je sais qu'il y a il y a un partenariat qui est en train d'être signé entre le siège et une institution qui fait dans l'agilité, mais je dirais que pour le moment, nous avons des ATP,
des Authorized Training Partners qui forment sur l'agilité en français. Je peux vous mettre en contact et sur les certifs du PMI, si vous voulez, ils peuvent vous former en français. Et je pense d'ailleurs que même la certification se passe en français. Donc, si vous voulez être formé en français sur une certification PMI, je peux vous mettre en contact avec l'une d'entre elles, si vous le souhaitez. J'ai vu que vous m'avez écrit sur LinkedIn, donc je peux vous mettre en contact avec l'une d'entre elles d'ici lundi, si vous le souhaitez. Ok, d'accord. Merci, docteur. Nous avons, après Mamadou, notre frère de la Guinée-Conakry, nous allons donner la parole à Girès. Bonjour, Girès. Je vois votre main levée. Vous allez vous présenter, vous nous dire un peu de quel pays, depuis quel pays vous nous suivez et vous partagez vos préoccupations, s'il vous plaît. Girès, vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, allô, Girès, est-ce que vous nous recevez? Vanel, tu peux nous donner un coup de main, s'il te plaît? OK. Nous parvenons pas à voir Girès. Girès, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro si vous nous suivez? OK, nous parvenons pas à voir Girès. Plus d'autres questions dans le chat. Nous rappelons encore les deux formulaires, celui pour l'évaluation de la session d'aujourd'hui et le formulaire d'inscription à l'ACMIL ont été partagés dans le chat. Ah, nous avons également Abdourahmane Touré. Bonjour Abdourahmane. Vous nous dites de quel pays vous nous suivez et vous partagez votre préoccupation. Ah, Abdourahmane, vous pouvez ouvrir votre micro? On dirait qu'on a un souci. Vanel, est-ce que tu peux ouvrir le micro des participants, s'il te plaît, si tu me suis? Ah, décidément, quelques soucis. Donc, Jérès Abdourahmane, vous avez toujours la possibilité de nous laisser un mot dans le chat que nous pourrions partager. Quelques soucis techniques. Donc, si il n'y a plus d'autres préoccupations, permettez-moi rapidement de partager avec vous quelques informations utiles avant que nous ne mettions la clé sous le paillasson ce matin. OK. Alors, c'était juste pour vous partager déjà, euh, chers participants, et vous rassurer que tous les webinaires qui sont euh, initiés par la CEMIL sont disponibles sur notre page YouTube. Sentez-vous libre d'aller les revisiter à volonté. Au besoin, nous pouvons encore rapidement partager le lien de la page YouTube dans le chat pour vous éviter toute difficulté. Voilà, le lien de la page YouTube a été partagé dans le chat. L'autre élément que nous souhaitions partager avec vous, c'est le calendrier des prochains webinaires qui prévoit pour le mois prochain un webinaire sur l'évaluation des projets et programmes, probablement vers la fin du mois de septembre. Donc, nous vous invitons véritablement à rester scotchés. En octobre, nous avons en prévision
une session sur sur QGIS pour revenir un peu sur les aspects en rapport avec la cartographie. En novembre, nous allons revenir sur l'évaluation de la qualité des données. Pourquoi en novembre? Parce qu'on sait que pour la plupart des milles, et plus encore les responsables milles, la fin d'année est souvent densifiée par des activités de revue de la qualité des données de façon globale. Et parfois, ce n'est pas toujours un travail assez aisé. Ça sera justement une opportunité vraiment de revenir sur un partage d'expériences. On a des profils divers, on a des organisations qui ont développé une pléthore d'outils. Ce sera également donc le moment de pouvoir mettre en commun tous nos savoir-faire en la matière. Et enfin, en décembre, on reviendra un peu sur la planification dans le mille. Pourquoi justement en décembre? Parce qu'on sait que pour la plupart, les stratégies pays sont souvent élaborées à partir du dernier trimestre de l'année N-1, donc pour l'année suivante. Donc, voilà à peu près ce qui nous attend déjà pour 2026, je veux dire 2025. Donc, n'hésitons pas à faire large diffusion euh, de ce programme, de ces webinaires qui sont en préparation autour de nous dans la communauté. Est-ce que Jires peut enfin prendre la parole? Allô, Jires, est-ce que vous me suivez? Vous pouvez ouvrir votre micro. On ne parvient toujours pas à voir Jires. Monsieur Coplon, bonjour. Vous souhaitiez prendre la parole? Monsieur Coplon Christian du Cameroun. OK, non plus. Monsieur Abdourahman, vous revenez? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Wow, c'est un peu compliqué ce matin. Bonjour. Francine, oui, Oui, Francine, non, au secours, pardon, non, avec les non, micros. oui, oui, non, c'est en train d'être fait. Je pense qu'ils reçoivent une notification et ils doivent approuver en fait la demande de réactivation du micro. Parce que quand on ouvre le micro, en fait, il y a un message qui leur est envoyé, qui demande s'ils acceptent de réactiver. Ils doivent mettre approuvé avant que leur micro ne soit ouvert. OK, je crois que nous avons tout suivi. Donc, si on fait demander réactiver le son, normalement, ils doivent recevoir la demande. L'autre souhaite que vous réactivez votre son et ils doivent mettre approuvé. OK. Nous sommes à moins de 2 minutes de la fin. Est-ce qu'il y a une dernière intervention de la part des participants? OK, Madame Rasmata Koudougou, bonjour. Oui, bonjour. Vous vous présentez, vous nous dites depuis quel pays Oui, vous nous moi suivez, c'est vous partagez Rasmata votre préoccupation. Koutoukou. Je suis du Burkina. Non, merci, ma préoccupation a été déjà prise en compte. Merci beaucoup. Merci, Rasmata, et bonjour encore au pays des hommes intègres. Monsieur Ngon, bonjour. Bonjour. Je ne trahis aucun secret en appelant que vous êtes le vice-président de l'ACME. À vous l'honneur, président. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les participants. Bonjour docteur et merci bien pour la présentation. C'était assez, assez vraiment, en fait, les mots me manquent même pour désigner la pertinence de ce webinaire.
J'avais une question qui portait sur les urgences, mais quelqu'un m'a devancé et vous avez expliqué exactement, voilà, comment, du moins, j'ai eu l'information, j'ai eu les données que je voulais par rapport à la question. Et je voudrais également davantage sensibiliser tous les participants, comme l'a dit Aristide, de rester scotchés sur tous les webinaires à venir. Et il vous l'a donné, il a partagé le planning. Donc, on reste ensemble et AC1000 va continuer de faire ce qu'il y a à faire pour que le suivi, évaluation, la redevabilité et l'apprentissage soient au cœur de nos actions. Bon, merci encore une bonne fois pour tous. Bon week-end. Et il faut limiter il faut boire avec modération, même si elles sont glacées. Merci, Président, c'est bien noté. Ok, d'accord. Je pense qu'on a fait le tour, mesdames et messieurs. Vraiment, merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. Nous remercions tout spécialement l'équipe qui a préparé ce travail avec beaucoup d'acharnement depuis plus d'un mois. En tout premier, nous disons un grand merci au docteur Salah qui a accepté vraiment de nous développer avec toute son expertise, une thématique qu'il faut préciser innovante comme celle-là, c'est-à-dire qui nous plonge dans un univers un peu plus large du MIL, qui ne se limite pas simplement aux indicateurs de performance et aux aspects de redevabilité tels que nous les avions toujours conçus jusqu'ici, mais qui nous invite à avoir une perspective encore plus large pour être encore plus efficace, encore plus impactant dans le cadre de notre travail au quotidien. Merci infiniment, docteur, une fois de plus, et nous vous adressons toute notre reconnaissance. Nous disons également merci à Astrid Mesaga. Malheureusement, Astrid a des soucis d'énergie. Elle a dû nous quitter prématurément. Merci également à Astrid qui a été la modératrice ce jour. Merci à toute l'équipe de l'AC1000 qui travaille en back-office pour pouvoir nous offrir chaque mois des webinaires tout aussi riches et pertinents les uns que les autres. Merci à notre coordinateur de formation, Jean-K. Merci à nos community managers, Vanel, Serge. Merci à notre brillante chargée de communication, Francine. Merci vraiment à toute l'équipe qui nous a assistés voilà, pour pouvoir élaborer ça. Nous pensons aussi à Sidoine Charlotte, entre autres. Donc, restons scotchés. Nous allons, comme on le disait tantôt, vous partager le lien vers l'enregistrement de la session d'aujourd'hui pour que vous puissiez à volonté revenir sur certains éléments que vous aurez besoin de mieux comprendre ou d'approfondir. Donc, en cas de souci aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre adresse mail ac1024gmail.com, entre autres. Donc, merci encore. Le webinaire, le lien d'évaluation, nous avons besoin également de vos retours pour nous améliorer, vraiment enrichir ce que nous vous proposons déjà. Donc, merci et encore merci. Et, on reste scotché, on reste ensemble et à bientôt pour le prochain webinaire. Bon week-end à toutes et à tous.